Ok, alors on va débuter. N'hésitez pas au fur et à mesure à reposer vos questions, à poser les différentes choses ici que vous m'avez demandé. On va essayer de définir, en effet, discipline, dépassement de soi. Je reprends tout de suite ce que tu nous disais ici, Mathilde. Pour la plupart d'entre nous, le mot discipline est déjà quelque chose d'inquiétant, de négatif. C'est pas, si on dit venez apprendre à être discipliné, c'est pas une injonction qui est vendeuse. Et pourtant, elle est importante. On va voir pourquoi. Et surtout, en effet, comme on commençait à l'évoquer ensemble dans ce préambule, tout dépend de l'angle avec lequel on aborde la question de discipline et de dépassement de soi. La, la chose préalable qu'on peut poser ensemble, c'est déjà que la discipline, d'une certaine façon, est la clé de la profondeur. À partir du moment où discipline, dans le sens d'être capable de s'engager dans quelque chose, dans la durée, de façon répétée, sans avoir nécessairement la question, en effet, de douleur, d'obligation, etc. Mais le fait d'être discipliné, le fait de pouvoir revenir à quelque chose, de pouvoir le faire de façon régulière, va être la porte d'entrée de la profondeur de n'importe quelle réalisation. Qu'il s'agisse d'un art, qu'il s'agisse d'une passion que vous avez ou d'une matière sur laquelle vous voulez travailler. D'ailleurs, le mot matière, on utilise comme synonyme du mot discipline. On va faire les mathématiques sont une discipline, l'anglais est une discipline. Et d'une certaine façon, les deux mots se rejoignent. C'est-à-dire, à partir du moment où vous voulez étudier quelque chose en profondeur, il va falloir mettre en place une forme de discipline. Et c'est valable non seulement pour un certain nombre de sujets, mais c'est valable aussi pour vos relations. C'est-à-dire que discipline et profondeur de connexion avec un sujet, la discipline vient en préambule. On a besoin d'une discipline pour créer une connexion profonde, que ce soit une connexion profonde avec un art, une connexion profonde avec une passion ou une connexion profonde avec une personne. D'une certaine façon, si on n'entretient que des relations superficielles avec des disciplines ou avec des personnes, c'est un manque d'une capacité à un moment donné à aller loin, à aller profondément dans les choses. Toutes les belles choses que vous avez découvertes, toute la profondeur que vous avez vécue dans votre vie, généralement a été précédée d'une capacité à revenir aux choses. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur le poulpe sur Netflix actuellement, qui s'appelle en anglais The Octopus Teacher. En français, c'est la sagesse de la pieuvre. Je le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un documentaire qui a eu, je sais pas, la Palme d'Or ou qui a été primé dernièrement. Mais au-delà de ça, je l'ai vu juste avant que ce soit le cas, donc ce n'était pas ça qui m'avait motivé. Ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est un plongeur, en fait, qui au départ était réalisateur, il était un peu dans une quête de sens à un moment de sa vie, il a décidé de plonger quotidiennement au même endroit. Et il a fait la rencontre d'une pieuvre. Il découvre une pieuvre un jour, il tombe nez à nez face à une pieuvre, et en plongeant toujours au même endroit, il va commencer à créer un lien avec cette pieuvre. Et donc, c'est un peu la première fois, en tout cas, que c'est documenté un lien entre une pieuvre, qui est un animal complètement sauvage, et un être humain. Et le fait d'y revenir tous les jours fait que la pieuvre commence à le regarder pas comme quelque chose de dangereux, commence à lui faire confiance, il commence à créer un lien, et il va développer cette relation. La vie d'une pieuvre, c'est un an, et pendant quasiment un an, en fait, quasiment du début jusqu'à la fin de sa vie, tous les jours, quotidiennement, il plonge au même endroit, au même endroit, au même endroit, au même endroit. En soi, le documentaire est intéressant parce qu'on commence à voir complètement différemment la vie sous l'eau. Mais ce qui est intéressant pour notre cours d'aujourd'hui, c'est la démarche. S'il a pu accéder à cette profondeur, s'il a pu créer ce lien et s'il a pu développer ce lien, c'est qu'il a eu la constance d'y revenir de façon quotidienne, tous les jours au même endroit, de la même façon. Et on peut prendre ça vraiment comme métaphore de plein de choses que vous avez réalisées dans votre vie, les belles amitiés que vous avez créées, elles sont construites dans le temps, vous y êtes revenus encore, encore et encore. Les réalisations que vous avez faites au niveau sportif, professionnel, etc., vous y êtes revenus de façon généralement quotidienne. Ceci étant posé, ça n'a du sens de parler de dépassement de soi et de discipline que lorsque l'on sait ce qu'on veut réaliser.
Et c'est là qu'on a une première réponse aussi, Mathilde, à ce que tu posais au début, de se dire, en effet, on a une question de discipline et de dépassement de soi qui peut venir déjà d'un moteur profond pour réaliser quelque chose. C'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez réaliser, que ce soit en termes d'amitié, que ce soit en termes professionnels, etc., le fait de se poser la question du sens est un peu un préalable à derrière travailler la discipline. Travailler la discipline pour la discipline, si on n'a rien à réaliser, n'est pas très intéressant. C'est juste se forcer à être discipliné pour la valeur de la discipline. La valeur de la discipline, en effet, uniquement pour la discipline, n'est pas très attrayante. Par contre, à partir du moment où vous voulez réaliser quelque chose d'important pour vous, peu importe ce que c'est, vous voulez réaliser une grande chose en sciences parce que vous êtes féru de sciences, vous voulez construire une relation amoureuse profonde avec telle personne, d'une certaine façon, vous allez avoir besoin à ce moment-là de la discipline. Parce que les choses vont être difficiles dans la vie. Les choses ne vont jamais vous être données simplement en arrivant parce que vous êtes sympa, on va vous offrir les choses. Non, vous allez avoir besoin d'approfondir. Et dans une relation affective, d'une certaine façon, on a besoin du dépassement de soi. C'est très facile d'arrêter les relations amoureuses après un certain temps. On vit les deals du début, les premiers mois, et puis quand ça devient difficile, on passe à autre chose. Ou alors, on peut avoir la capacité d'y revenir, de dire, OK, ça a de la valeur, je vais aller chercher plus profondément, et d'une certaine façon, je vais me dépasser. Je sais qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser le mot dépassement de soi pour les relations affectives ou pour différents sujets plus agréables. On a l'habitude de parler de dépassement de soi quand c'est le travail sur le corps, quand c'est le travail professionnel. Là, on se dit, là, c'est dans le dur, donc on a un dépassement de soi. En fait, on peut avoir un dépassement de soi dans les choses qui nous font plaisir, mais qui, pour accéder à plus de profondeur dans ces choses-là, on a besoin de se dépasser, on a besoin d'aller plus loin que le cours naturel des choses. Donc, il y a une connexion déjà très forte entre, on a dit, discipline et profondeur des choses. Et pour avoir la discipline, il faut la profondeur en amont, profondeur de connexion à soi pour savoir ce qui est important pour soi et ce qu'on a envie de réaliser. Très souvent, votre discipline est manipulée, entre guillemets, de l'extérieur en vous donnant des objectifs à atteindre. C'est-à-dire quand vous-même, vous ne savez pas exactement ce que vous avez envie de réaliser, généralement, d'autres personnes vous donnent des objectifs. Devenir manager, faire telle chose, ou la société aussi vous construit, si vous n'êtes pas posé la question profondément sur vous. Voilà, à tel âge, il faut avoir une profession, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut avoir différentes choses. Donc, dans un sens aussi, avec cet échange de préambule, Mathilde, tu as une bonne capacité de dépassement de toi et de discipline sur un certain nombre de sujets. Ta capacité à un moment donné de se dire, je vais aller à l'étranger, très loin de tout ce que je connais, je vais y rester, je vais vivre quelque chose là-dedans, même si en apparence, ça paraît pas de la discipline, puisqu'il y a une partie de découverte, de fun, qui dirait qu'aller au Laos demande de la discipline, en théorie. Pas tellement, parce qu'on voit Laos comme les vacances, comme on pourrait voir la relation affective, comme en effet les premières semaines de la relation amoureuse. Maintenant, vivre, ça fait combien d'années que tu y es, Mathilde? Ça va bientôt faire 3 ans. 3 ans dans un pays, s'installer, etc. Là, c'est une toute autre histoire. Là, il y a besoin d'une capacité à se dépasser, à choisir qu'on reste, à savoir pourquoi on reste, à se mobiliser autour de ce projet. C'est un peu la même chose pour les relations affectives. D'ailleurs, souvent dans les relations affectives, amoureuses, on peut les appeler de différentes façons, il y a des caps. Et souvent, on parle du cap des 3 ans, justement. Alors, je ne sais pas si dans ta relation avec le Laos, tu t'approches de ce cap des 3 ans, mais dépasser les 3 ans, alors c'est bien sûr, c'est relatif, parce que si vous voyez tous les jours une personne, ou si vous la voyez une fois par mois, les 3 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans, mais de fait, il y a une réinvention. Il y a vraiment vivre quelque chose pendant 6 mois, 1 an, c'est une chose, on est dans la découverte. Dépasser les 1 an, arriver jusqu'à 3 ans, c'est qu'on a choisi vraiment de vivre quelque chose, de construire quelque chose. Dépasser les 3 ans, c'est encore une autre aventure généralement. Les 3 ans, 5 ans en termes de relations. Et ça va être la même chose avec les pays dans lesquels on vit. Ça va être la même chose aussi avec les arts et les disciplines que l'on approfondit.
on peut estimer dans la plupart des arts et des disciplines qu'on est débutant dans les 5 premières années. Si vous jouez au tennis et que vous jouez depuis moins de 5 ans, vous allez être considéré par les bons joueurs de tennis comme un débutant. Même chose en peinture, même chose en danse, etc. Tant que vous avez moins de 5 ans, d'une certaine façon, vous êtes débutant. Et c'est amusant parce qu'on peut penser un peu cette même chose en termes de connexion et de relation avec un peu tout ce qu'on fait. D'une certaine façon, une relation amoureuse est dans ses débuts, quand elle est dans ses premières années. Quand vous avez vécu 10 ans avec une autre personne, c'est que c'est autre chose. Vous avez été capable de vous réinventer, de reconstruire, etc. Différentes façons. Je te vois pensive, Mathilde, ça va Ouais, non, mais du coup, j'arrive pas dans tout ça à définir du coup ce qu'est la discipline en tant que telle. Ouais. Alors, la discipline, maintenant, je vais rentrer justement dans le vif du sujet de différents angles de vue sur la discipline. La discipline, pour moi, on peut la définir comme avoir la capacité de faire ce qu'on a envie de faire, d'une certaine façon. On se propose à faire quelque chose, qu'on ait la capacité à le faire, peu importe les obstacles qu'on va rencontrer. C'est pour ça que ça peut être en effet vu comme quelque chose de très négatif. Comment ça, je vais faire quoi qu'il arrive, j'ai pas envie, laissez-moi tranquille, laissez-moi me détendre. Ou ça peut être vu comme quelque chose d'extrêmement positif. Toutes les figures qu'on a de hommes politiques, sportifs, arts, etc., qui ont réalisé des grandes choses, ils ont tous comme prémisse la discipline. Et ils décrivent tous, d'ailleurs, dans toutes les biographies que vous pouvez avoir, des grandes choses qui ont été réalisées, on a cette question de discipline. Alors, on va commencer justement à défaire un petit peu le concept et le voir sous différents angles. On peut voir d'abord la discipline sous 2 angles différents, sous l'angle de la discipline interne ou de la discipline externe. La discipline externe, c'est quand vous êtes obligé justement de faire quelque chose et que cette obligation ne dépend pas de vous et que si vous ne le faites pas, vous avez une conséquence, une punition qui est forte. Et dans ce sens-là, oui, c'est cette discipline, ce sens de discipline que l'on a tendance à vouloir rejeter, même si elle n'est pas toujours à rejeter. On peut l'utiliser en notre faveur, mais qui n'est pas très agréable. C'est la discipline relativement facile du coup à mettre en place et à développer. Elle nous agresse, elle est désagréable, mais elle est relativement facile à mettre en place pour les autres ou pour soi. Exemple de ça, se lever à 6h30 du matin parce qu'on doit arriver à 8h moins 5 au travail. Quand vous êtes dans l'entreprise, vous êtes dans l'organisation, le fait de se lever à 6h30 du matin pour arriver à 8h moins 5 n'est pas si difficile que ça. Parce Il y que a un vous petit savez que truc. Ouais, vas-y, Mathilde. Là, je suis restée bloquée sur quand tu as dit parce qu'on n'a pas le choix. Alors, ce serait peut-être l'objet d'une autre discussion, mais n'a-t-on pas Toujours le choix. Non, voilà. Peut-on dire Oui. qu'on n'a pas le choix? Non, justement, c'est vers ça qu'on va aller en discipline, c'est-à-dire qu'on Mm. on va utiliser cette discipline externe en faisant des choix qui nous obligent à faire les choses qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que si on souhaite justement se mettre dans une dynamique d'apprentissage, de développement, de réalisation, etc., si on choisit bien les groupes dans lesquels on est engagé, les groupes vont nous obliger d'une certaine façon à faire des choses avec lesquelles on est aligné. Mais on n'y est pas forcément aligné à chaque instant, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, il peut y avoir Mais un est-ce jour où qu'on est... il peut y avoir un jour où tu n'as pas envie de te réveiller. Qu'est-ce que je veux dire par choix externe sur le moment? Tu as choisi ton job. Ça, c'était un choix conscient. Il y a un matin où tu n'as pas envie d'aller travailler. Tu te réveilles, tu n'as aucune envie de te réveiller. Sauf que si tu arrives à 8h05, tu es renvoyé. La Mais je fais tendance, le choix d'y aller, quoi. exactement. Tu fais le choix d'y aller parce que la conséquence. Mais s'il n'y avait pas cette conséquence négative de douleur et d'impact sur toi, la tendance naturelle à ce moment-là serait de ne pas y aller. Ce qui est différent de la discipline interne, c'est je décide de me réveiller à 6h30 parce que j'ai envie, parce que ça va me faire du bien, parce que j'ai envie de me développer, parce que X raisons. Et là, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Donc, cette discipline interne de tous les choix, les prises de décision, tout ce que vous voulez construire, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de
de réaliser telle chose et c'est ma décision et ça ne dépend pas des autres. Et je n'ai pas d'action coercitive. Bien sûr qu'il y a un choix à un moment donné d'accepter ou non coercition, coercion, coercion. Je dirais J'ai ce coercition, choix, mais je ne suis pas sûre. coercition, Je j'ai ce crois. choix à ce moment-là d'accepter ou pas. Sauf que le choix, parfois, il est vite vu, quoi. Entre aller en prison, ou, tu vois, ou reposer le truc, on repose le truc, tu vois. C'est ça que je veux dire. Et dans ce sens-là, c'est une forme de discipline externe. Et donc, il y a un tas de choses qu'on fait dans notre quotidien par discipline externe. Parce que d'une certaine façon, on a choisi de vivre dans la société dans laquelle on vit, et donc ça implique un certain nombre de comportements et d'actions. Là où c'est plus difficile de travailler sur la discipline, c'est quand c'est une discipline interne. C'est cette discipline interne qui a plus grande valeur pour l'individu. Et c'est ce à quoi va être confronté très souvent un entrepreneur, par exemple, dans le travail. Quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, on est basculé en termes professionnels d'une discipline principalement externe à une discipline principalement interne. Et ça demande une toute autre force de caractère, de décision, de volonté pour dépasser les différentes choses. Je dis souvent aux entrepreneurs, quand je donne des formations aux entrepreneurs, je leur dis qu'ils ont choisi le plus beau chemin, mais aussi le plus difficile. Parce que quand ils vont être confrontés à une difficulté, c'est à eux de la dépasser, à personne d'autre. Et s'ils n'ont pas l'énergie pour aller la dépasser, personne ne va le faire pour eux. Et c'est vraiment dur. Mois après mois, année après année, il n'y a pas d'entrepreneuriat ou de création d'entreprise à succès sans passer par cette difficulté. Alors que d'une certaine façon, l'employé n'a pas besoin d'avoir la même ressource de dépassement de soi et de discipline. Je donne des grands cadres. Bien sûr, on peut être entrepreneur dans une entreprise, etc. Mais c'est juste pour nous faire réfléchir. Dans ce sens-là, il y a également deux visions de la discipline, une vision plus matriarcale et une vision plus patriarcale. Les deux angles de vue partent du principe que pour réaliser des choses, pour construire des choses, on va avoir besoin de force. Force de décision, force de volonté, force de construction. Sous l'angle de vue patriarcal, on va chercher cette force dans la dureté, dans la froideur et dans la possible douleur. C'est-à-dire, si tu ne fais pas, il va se passer telle chose. On choisit aussi bien en externe qu'en interne. C'est plus propre à la discipline externe, mais la discipline interne peut être travaillée aussi de cette façon-là. Exemple, dans l'armée. C'est un exemple. On travaille énormément la discipline. Il y a la discipline externe du groupe, mais il y a vraiment attendu aussi une discipline interne de l'individu. Dans les entraînements, je veux me dépasser. Il y a la valeur vraiment que je vais me dépasser pour me dépasser. Et vu avec une forme de, là, plus que discipline, c'est les deux se rejoignent, mais je parlais plutôt de dépassement de soi, en fait. Dépassement de soi plus matriarcal ou dépassement de soi plus matriarcal ou plus patriarcal. Mais le dépassement de soi appliqué à quelque chose que j'ai envie de réaliser va me permettre de mettre en place la discipline. Et donc, ce dépassement de soi patriarcal, si vous voulez, dans le sport, si on prend un exemple visible, concret, c'est vous allez faire des pompes jusqu'à ce que mort s'en suive d'une certaine façon. Si votre corps vous donne des signaux que vous avez besoin de vous arrêter, on s'en fiche. On va travailler le dépassement de soi à la dure. On va imposer notre force de décision sur les éléments, sur le corps, au-delà du plaisir. On ne s'intéresse pas tellement à la question du plaisir. On va mobiliser notre dépassement de soi à travers la question de la peur quand ça vient de la peur et de la douleur principalement. La peur étant généralement anticipation de la douleur que l'on pourrait vivre. Et l'autre angle de vue sur le dépassement de soi, c'est un angle de vue matriarcal. Et cet angle de vue matriarcal, cette fois, au lieu qu'on ait le dépassement de soi qui vienne de la douleur, on a un dépassement de soi qui va être dans la recherche du plaisir. On va associer force et douceur. La force va devenir synonyme de fermeté et pas de dureté. Et c'est là qu'on va avoir le discours, un discours ferme vis-à-vis de soi-même, mais en même temps tendre. Et on va se dire, voilà, je vais mettre en place ça, mais je ne vais pas forcément me forcer. Ce n'est pas une obligation, c'est une décision. La différence de vocabulaire est subtile, mais c'est vraiment une attitude qui est différente.
Et donc, on peut être extrêmement fort en dépassement de soi et extrêmement discipliné par conséquent, tout en ayant un rapport à soi qui n'est pas répressif. Ça va donner, si vous voulez, ça va donner aussi différents modèles pour que vous commenciez à visualiser un peu les deux angles sur le dépassement de soi. Ça va donner un modèle d'éducation différent. Éducation de soi si vous parlez à vous-même ou éducation des autres. Si vous voulez, si je souhaite éduquer un chien à ne pas monter sur le canapé, c'est mon objectif, j'ai envie de lui apprendre cette nouvelle discipline dans la maison. Voilà, il faut qu'il suive cette règle du groupe et qu'il soit capable de se discipliner et de rentrer, de faire en l'occurrence ce que moi je veux. C'est pas ce que lui veut, je ne sais pas ce qu'il veut le chien, mais là, en l'occurrence, pour qu'il vive en groupe, on veut pas qu'il monte sur le canapé, on veut lui apprendre ça. Il y a deux façons de lui apprendre. Soit la première fois qu'il monte sur le canapé, il se prend une grosse tarte et il arrive, il pleure et plus jamais il va remonter sur le canapé si la tarte est suffisamment forte. Mais en même temps, il remontera sur plus rien d'autre. Le problème de cette éducation par la dureté, par la force, par la violence, c'est qu'elle crée des répressions à l'intérieur de l'animal ou de l'individu. Donc, quand un chef crie sur son membre d'équipe, certes, sur le moment, il va obtenir ce qu'il veut, il va réussir à le discipliner, entre guillemets, mais il va aussi obtenir un membre d'équipe qui va plus s'exprimer non plus. C'est-à-dire, si à chaque fois qu'il sort du rang, il se fait taper dessus, mais ça, c'est très courant comme modèle d'éducation. C'est un modèle, pour les animaux, c'est celui qui est le plus courant. Pour les chiens, pour les chevaux aussi, de la même façon, on les maltraite jusqu'à ce qu'ils acceptent toute commande venue de l'extérieur. Et il y a un autre modèle d'éducation qui est le modèle d'éducation par l'encouragement, dans la douceur, dans l'affect, avec de l'affect, mais fermeté, clarté. Et donc, ça va donner notamment pour le chien, ce même chien qui voulait monter sur le canapé, il va essayer de monter sur le canapé, on va prendre le chien et on va le redescendre une première fois. Qu'est-ce qu'il va faire le chien dans son élan? Une deuxième fois, il va remonter. On le reprend et on le repose. Et le lendemain, la même chose. Et une quinzaine, une vingtaine de fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le chien, de lui-même, a compris qu'il n'est pas censé monter sur le canapé. Mais il va continuer aussi joyeux et à sauter sur différents endroits, etc. Et d'une certaine façon, c'est ce rapport à soi dans le dépassement de soi et dans la discipline, des choses qu'on va mettre en place quotidiennement, qu'on va essayer d'avoir. C'est-à-dire d'avoir un discours ferme vis-à-vis de soi, de se dire, voilà, je veux, et à nouveau connecter avec les choses qu'on a envie de réaliser, pas des objectifs superficiels ou qui n'auraient pas d'importance pour soi. Connecter avec des choses qu'on a vraiment envie de réaliser et une forme de fermeté vis-à-vis de soi. Le fait d'être dans la réalisation, dans la détente, dans le lâcher-prise ne doit pas justifier du laxisme vis-à-vis de soi, ne doit pas justifier que quand vous posez quelque chose, vous ne le faites pas. Ne doit pas justifier l'absence d'effort pour atteindre ce qui est important pour vous. C'est là qu'on va avoir un équilibre entre les deux, une capacité à se dépasser, une force de conviction, de détermination qui vient des choses que vous avez vraiment envie de réaliser, et en même temps une capacité à se détendre, à lâcher prise, souvent aussi en alternant un petit peu les deux. On évoquait au début la question que est-ce qu'on active le mode, est-ce que c'est possible d'activer les deux modes en même temps, le mode dépassement de soi et le mode lâcher prise et détente. D'une certaine façon, oui, on va pouvoir enlever une tension résiduelle, on va pouvoir essayer de donner le meilleur sans être tendu, sans crier sur les gens autour, sans se tendre aussi vis-à-vis de l'objectif. Donc, c'est possible d'associer les deux, mais on va aussi associer les deux dans des temps différents. C'est-à-dire, j'ai donné le meilleur de moi, maintenant je me relâche. Maintenant, je laisse les choses se faire parce que si je reste tendu, je ne vais pas obtenir de meilleurs résultats. J'ai tout donné, j'ai rendu ma copie, j'ai fait tous les efforts, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Maintenant, je vais pouvoir lâcher prise. Donc là, les deux vont fonctionner très, très bien ensemble parce que quand vous avez la certitude d'avoir tout donné, vous pouvez avoir la tranquillité d'esprit pour lâcher prise. C'est-à-dire, voilà, maintenant que j'ai tout donné, OK, maintenant je laisse les choses se faire. Si je donne tout, mais que je reste tendu sur mon objectif, je ne vais pas obtenir les meilleurs résultats. Donc, le dépassement de soi ne veut pas dire forcément tension, mais plutôt effort, continu, revenir à la chose et laisser du temps. C'est peut-être ça aussi l'élément qui va faire que
on peut être dans le dépassement de soi tout en étant dans le lâcher-prise. C'est un rapport au temps. Si vous êtes dans le dépassement de soi et que vous vous attendez à un résultat immédiat, là, vous êtes tendu. Si vous êtes dans le dépassement de soi, dans l'engagement, dans la régularité, mais en laissant les choses se faire mois après mois, année après année, sans être bloqué sur le moment où vous allez obtenir les fruits de vos efforts, on peut associer les deux. On peut associer dépassement de soi et lâcher prise. Et d'une certaine façon, on peut voir que ce dépassement de soi interne, matriarcal auquel je faisais référence, force, fermeté et douceur, va aussi beaucoup plus se guider sur le plaisir et le désir que sur la peur et la douleur. Mais c'est plus difficile d'enseigner par le plaisir et le désir. L'être humain réagit beaucoup plus vite à la peur et à la douleur qu'au plaisir et au désir. Mais ça reste le moteur le plus puissant de réalisation. Donc, une des réponses aussi à un questionnement un petit peu en préambule sur est-ce que j'ai vraiment la discipline, peut-être aller chercher de est-ce que je sais déjà vraiment ce que je veux faire et de pourquoi je veux le faire et de quelle importance ça a pour moi. À partir du moment où on a ça, à partir du moment où il y a désir de réalisation, là, on va pouvoir se poser la question, c'est peut-être la capacité ou pas de dépassement de soi qui est en question. Mais parfois, ça n'est pas le cas. Parfois, vous êtes capable d'être très discipliné sur un sujet et pas sur les autres, parce que ce sujet-là est important pour vous. En teaser de cet atelier, je disais à certains d'entre vous que j'étais un exemple vivant de qui n'était pas discipliné il y a une quinzaine d'années. Je n'étais vraiment pas bon en discipline et en dépassement de soi. Ce n'était pas quelque chose qui me parlait du tout. Et donc, jusqu'au bac, en fait, on me retrouvait. En effet, je passais une grande partie de mon temps à la salle de baby-foot. Il y avait billard, baby-foot, on jouait, tout ça. Et j'allais au cours que quand c'était strictement obligatoire, quand je n'avais pas le choix, sauf de me faire renvoyer. Donc, c'est une forme de choix, en effet, de ne pas me faire renvoyer, mais pas le choix particulièrement de suivre le cours. Et en fait, donc, j'avais une vision de moi avec très peu de force, justement, de décision, de parole, etc., jusqu'à ce que je rentre en classe préparatoire. Je me souviens encore des jours qui vont précéder les classes préparatoires et de discuter avec mon meilleur ami à cette époque et dire j'ai aucune idée de si je vais réussir ou pas. Me connaissant, et toi aussi tu me connais, qu'est-ce que je vais aller faire en classe préparatoire? J'ai aucune idée. On me décrit ça comme le truc, en effet, où il faut travailler jour et nuit, etc. J'ai aucune idée de si je suis capable de le faire. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, au moment où j'étais vraiment mobilisé et que c'était important pour moi, j'ai été extrêmement discipliné. Donc, c'est peut-être un point de départ, de se dire, voilà, qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que j'entendais justement par force de parole avant qu'on aille? Je vous ai préparé un certain nombre de réflexions sur comment développer justement d'abord la force de parole qui va permettre ensuite de développer dépassement de soi et discipline. Les trois éléments avançant beaucoup ensemble. Ce que je pose a de l'importance. Ça va me permettre de me dépasser quand je pose quelque chose sur moi, ce qui va être lié à ma capacité, à mon discipline et de réaliser de façon très régulière quelque chose. La force de la parole, pour moi, c'est beaucoup le fait de quand vous énoncez quelque chose, est-ce qu'il va se réaliser ou pas? Quand vous dites, ça peut être sur des choses très petites du quotidien. Je vais t'envoyer un mail, donc ça peut être quelque chose des engagements vis-à-vis des autres. Est-ce que vous allez vraiment envoyer ce mail? Quelle est la probabilité pour que ça arrive vraiment? Ou est-ce qu'en général, vous dites, je vais envoyer le mail et vous ne l'envoyez pas? Ou quand vous dites, je vais aller courir tous les matins, quelle est la probabilité pour que ça se passe? À partir du moment où vous l'avez énoncé à vous-même et aux autres, à partir du moment où vous dites, vous prenez un engagement, quelle force ça a? Et ça va toucher à un moment donné le fait de se dire, je vais monter une entreprise, par exemple. Je vais monter une entreprise, quelle force ça a quand vous énoncez ça? Ou je vais devenir manager, ou je vais prendre la direction de telle chose, ou je vais construire un hôtel, par exemple. Quelle force a cette parole? De cette force-là découle énormément de conséquences dans votre vie quotidienne. D'abord vis-à-vis de vous-même. Vous êtes le premier en réalité à croire ou ne pas croire à votre propre parole parce que vous connaissez, vous avez le registre des années précédentes. Donc, vous savez que quand vous dites quelque chose,
la probabilité que ça se réalise est à 20%, ou à 50%, ou à 70%, ou à 80%. En fonction de la réponse là, qui se formule dans votre tête, quand j'énonce ça, si vous êtes plutôt dans votre tête, dites, bah, moi c'est plutôt 90%, ou moi c'est plutôt 10%, 20%, tout ce que je dis ici est pris différemment. C'est-à-dire, si vous avez déjà 90%, c'est peut-être pas le sujet majeur sur lequel vous avez besoin de travailler, mais plutôt de capitaliser dessus. En fait, j'ai cette capacité-là. Quand je pose que je vais faire une chose, elle se réalise. Et c'est souvent ça, non seulement vous êtes le premier à savoir ou ne pas savoir, à être impacté par la force de votre parole, mais en fait, ça se perçoit chez les gens autour de vous. Les gens autour de vous, même si vous rencontrent pour la première fois, perçoivent votre force de parole. Et c'est ça qui vont faire qu'ils vous font confiance ou pas. Alors, ça peut se surjouer d'une certaine façon, ça peut se fake, entre guillemets, parfois, mais l'authenticité est très puissante dans la force de la parole. C'est-à-dire, vous regardez quelqu'un, on a l'habitude de percevoir le ton de voix, la posture, le regard. Donc, à part c'est des choses qui ont été travaillées ou si la personne s'entraîne à être un charlatan depuis des années, à part dans ces cas-là, donc vous pouvez être trompé par ces signaux-là, mais la plupart du temps, vous avez l'habitude, vous regardez quelqu'un et vous dites « je vais faire telle chose », très vite vous évaluez « je ne vais pas recevoir ce mail » ou la proposition qu'il va me faire ne va pas aboutir. Au contraire, vous avez des gens qui se posent devant vous. C'est une sorte de poids, c'est comme s'il y avait de la pesanteur dans la personne. Elle vous pose les choses et les choses sont lourdes, elles sont profondes, vous le ressentez. C'est un rapport au monde, en fait, d'une certaine façon, cette question de force de la parole. Et ce rapport au monde, ce qui est intéressant, c'est qu'il se travaille. Il se travaille déjà par le fait de ne plus trop donner votre parole quand vous savez que vous n'êtes pas sûr de la tenir. Ça commence déjà par là. J'ai eu l'occasion dernièrement d'être confronté à la culture allemande et de voir que déjà d'une culture à l'autre, le poids de la parole n'est pas du tout identique. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir un peu plus avant de prononcer certaines phrases, comme « j'arriverai à 18 heures ». J'arriverai à 18 heures dans la culture française ne signifie pas la même chose que j'arriverai à 18 heures dans la culture allemande. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'arriver à 18 heures, vous avez plutôt intérêt à ne pas prononcer cette phrase vis-à-vis d'allemand. Parce qu'ils vont vraiment y croire. Pour eux, ils ont l'habitude dans leur culture, quand ils prononcent ça, ça a un poids différent d'une autre. Et donc, si vous êtes pris en porte-à-faux là-dessus, c'est votre force de parole qui perd immédiatement en poids. Et donc, on va pouvoir avoir une réflexion soi-même sur comment s'apercevoir davantage quand on prononce des choses et travailler dessus. Maria, tu voulais poser une question parce que tu avais activé ton micro depuis un moment. Oui, non, j'ai des questions, mais je les poserai après. Vas-y, si tu veux. C'est le bon moment. Non, enfin, moi, c'est plus une remarque par rapport à la force de la parole, c'est-à-dire que j'ai une très bonne capacité à tenir la parole par rapport aux autres, mais pas par rapport à moi-même. Donc, c'est pas vraiment, enfin, c'est comme s'il y avait une schizophrénie dans la pesanteur. Bon, je ne sais pas comment faire pour mieux tenir ma parole par rapport à moi-même. Et l'autre chose, mais c'est plus général par rapport à la discipline, c'est comment allier discipline et capacité de remise en cause. Dans l'optique où effectivement on n'a pas bien choisi notre objectif et qu'il faudrait rediriger, c'est comment le faire tout en restant en phase avec tout ce que tu dis là. Ok, alors il y a les deux questions. Je vais les noter pour bien avoir la deuxième. Donc, sur le premier point que tu as posé, de se dire comment est-ce qu'on travaille la force de la parole vis-à-vis de soi, parce que ça peut être facile. À partir du moment où on dit je vais faire telle chose pour toi, c'est facile. Ça peut être pour certains facile à faire. Et quand c'est pour toi, c'est plus difficile. On revient ici vraiment aussi à la question de discipline interne et discipline externe, en fait. À partir du moment où c'est énoncé qu'on a pris l'engagement vis-à-vis d'autres personnes, d'une certaine façon, nos actes ont des conséquences qui dépassent notre propre jugement. C'est-à-dire, si je me suis engagé vis-à-vis de toi, si c'est en entreprise, par exemple, je me suis engagé vis-à-vis de mon chef, je dis je fais telle chose,
il compte sur moi et je sais qu'il va y avoir des conséquences qui ne dépendent pas que de moi. Et donc, d'une certaine façon, on revient vers une discipline qui est plus externe. Donc, elle est plus facile de manière générale et elle est encore plus facile pour les gens qui ont un rapport aux autres où il y a une forme d'inquiétude, soit plus dans le sens de la peur, soit plus dans le sens du désir que les autres nous reconnaissent ou peur de ne pas être reconnu. Quand on a un rapport à l'autre qui est important dans ce sens-là du jugement de l'autre, ça va être beaucoup plus facile. Ça peut être négatif, ça peut nous amener à faire des choses qu'on ne souhaiterait pas. Donc là, ce n'est pas le jugement, c'est négatif ou positif, mais en tout cas, ce rapport aux autres, dans l'attente du jugement des autres, peut nous amener à être beaucoup plus disciplinés. Mais en effet, toute la difficulté de la discipline, c'est exactement le point que tu as évoqué ici, c'est quand ça dépend que de soi, quand on est en train de poser quelque chose que pour soi. Et ça, c'est difficile à travailler. Pour ma part, c'est ça que j'ai remarqué, même après, je vous ai décrit les classes prépa, même après ça, je n'avais pas du tout de certitude. La force de ma parole n'était pas très grande. Elle a beaucoup augmenté, puisque à partir du moment où je me suis rendu compte, j'avais pris l'engagement de faire la classe prépa, je suis allé au bout, je suis rentré en école. Déjà, ça me donne, je me dis, quand je me pose quelque chose, je le fais. Malgré tout, elle était encore relativement faible, ma force de parole, sur un tas de détails, sur des choses que je voulais faire moi-même, sur un tas de choses. Et la chose qui m'a le plus aidé pour développer ça, après, il faudra que je me rappelle de répondre à ta deuxième question, la question plus de remise en question. La chose qui m'a le plus aidé à développer la force de la parole, c'est de jouer avec, dans le sens de faire un jeu, un challenge d'une certaine façon, avec ma propre force de parole. C'est ce qui m'a permis de façon la plus concrète, palpable, de la développer. En arrivant à des fins d'année, en disant, voilà, là, cette année, je prends quoi comme petit engagement? Et dans ce sens-là, c'est ce que je vous suggère, j'avais déjà parlé de ça dans d'autres ateliers, c'est pour moi le jeu, le challenge qui va le plus mettre à l'épreuve ça, c'est de prendre un engagement vis-à-vis de soi-même quotidien, peu importe de quoi, mais qui soit réalisable, faisable dans n'importe quelle condition. Donc, se dire, par exemple, pendant 5 minutes par jour, je vais écrire, je vais lire, je vais jouer de la musique, je vais faire un cours de Rose Méthode, des techniques de Rose Méthode, de la respiration, peu importe. Mais d'avoir la capacité à un moment donné de jouer avec ça. Parce qu'en effet, ici, il n'y a pas de discipline externe dans cette prise de décision. Si je ne fais pas mes 5 minutes de respiration par jour, il n'y aura pas de conséquences. Mais justement, je vais jouer, je vais me regarder dans le miroir, je vais me regarder les yeux dans les yeux et d'une certaine façon, je vais me dire non, je vais changer ce rapport que j'ai vis-à-vis de moi. J'ai pris l'engagement que toute l'année, vous pouvez commencer, au lieu de commencer par une année, vous pouvez commencer déjà par un mois. Je prends l'engagement que chaque jour de ce mois, je vais faire 5 minutes de respiration par jour, par exemple. Peu importe à la limite le contenu de ce que vous mettez dans ces 5 minutes. Ce qui va être important ici, c'est le rapport à vous-même et le fait qu'à la fin du mois, ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Et de quelle façon vous vous parlez à vous-même et vous trouvez des excuses pour avoir fait ou pas avoir fait. Et si vous avez la capacité de faire quelque chose de façon quotidienne, peu importe ce que c'est, qu'il vente ou qu'il pleuve, que ce soit un jour de mariage ou d'enterrement, et je pèse mes mots en disant ça, c'est-à-dire peu importe les conditions de ce que vous allez vivre dans la journée, vous avez pris un engagement et il n'existe pas d'excuse, et littéralement le mot excuse veut dire se mettre hors de cause, donc il n'y a rien qui peut me mettre hors de cause, c'est moi la cause de ce que je réalise, l'unique cause, et les choses extérieures ne vont pas influencer ça. Aussi petite soit cette prise d'habitude, vous pouvez construire dessus. Elle vous donne un ciment derrière de se dire, OK, finalement, quand j'ai dit, il n'y avait aucun engagement vis-à-vis de l'extérieur, c'était vis-à-vis de moi. J'ai posé que tous les jours, j'allais réaliser cette chose-là et je l'ai fait. Et là, le mois d'après, voilà, on peut consolider ça. Quand j'ai observé que j'avais réussi à faire ça sur un an, la première année, que la deuxième année, pour ma part, ça s'était passé la première fois que j'ai fait ça, c'était un jour de l'an, un peu comme nous tous. Un jour de l'an, on faisait le tour de table, ah, c'est quoi ta bonne résolution? Et moi, je me disais, mais c'est débile, pourquoi est-ce qu'on prend tous une résolution le 31? C'est un jour comme un autre, c'est juste une convention, pourquoi est-ce qu'on va prendre une résolution le 31? Ça, c'était mon esprit un peu rebelle. Et après, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas utiliser cette force du groupe, vu que tout le monde est en train de faire une prise de décision, de
faire une bonne résolution, je peux aussi en poser une. Et la décision que j'avais prise, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Je me souviens encore de ce nouvel an. C'était un peu plus de 10 ans. Et j'avais dit, quotidiennement, je vais avoir des techniques de la De Rose méthode dans ma journée. Même si c'est 2 minutes, même si je suis à moitié en train de dormir. Et le fait d'être arrivé au bout de l'année, de l'avoir fait tous les jours, et certains jours, j'étais déjà presque en train de dormir quand je me rappelais que je devais le faire. Ça m'est arrivé certains jours d'être allongé déjà, d'être commencé à m'endormir, mais l'engagement vis-à-vis de moi me rappelait. Inconsciemment, il y a une partie, non, il faut le faire. Et là, même s'il était 2 heures du matin, je me relevais, je m'asseyais, je faisais mes 2 minutes de respiration qui n'avaient aucun impact physiologique et je me rendormais. Mais parce que je voulais me passer ce message que ça avait été fait, ce jour-là, ça avait été fait. Après 1 an, je l'ai refait une 2e année, puis une 3e année, 4e. Ça m'a accompagné. Je n'ai pas réussi à le maintenir comme je le souhaiterais vraiment quotidiennement pendant 10 ans, mais pas très loin. Et ça vous donne une solidité, une force vis-à-vis de ce que vous êtes capable de changer dans votre quotidien. C'est-à-dire quand vous prenez des décisions que pour vous, cette force de parole peut se construire et se développer. En partant d'une base, à nouveau, dans mon cas, qui était vraiment pas très forte. J'ai des amis, des gens proches de moi qui, pour eux, c'est facile, ils posent un truc, ils le font depuis qu'ils sont jeunes. C'est quelque chose qu'ils ont appris dans leur éducation, etc. D'une certaine façon, on peut décider de le développer. On peut décider de le développer et que petit à petit, par boule de neige, ça grandisse. Avant de vous donner les autres indications pour la développer, je vais juste, pour ne pas oublier ta question, question de remise en question et de se rendre compte qu'on n'est pas en train forcément de réaliser ce qu'on souhaite. Pour moi, il n'y a pas de contradiction, c'est des temps différents. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut vraiment se poser la question du sens et on n'est pas dans la question de la discipline, on est dans la question vraiment du sens. Et parce que la discipline pour la discipline, c'est comme faire une course. Mais on peut être en train de courir les mauvaises courses. On peut gagner une course, mais qui n'est pas sa course. On peut être le meilleur dans un job, on peut être le meilleur dans différentes choses, mais qui ne sont pas les choses qu'on a vraiment envie de réaliser. Donc pour moi, c'est un préalable où c'est des temps différents dans notre vie, des moments où on se repose la question, OK, ce sur lequel je suis en train de mettre mon effort, mon dépassement de moi, etc. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et on peut affiner, en fait. Peu importe le moment de votre vie, même si vous avez déjà fait des choix structurants importants, vous pouvez toujours affiner, changer des détails là-dedans. Et ça va être la source demain d'une discipline. À partir du moment où vous avez fait les ajustements qui sont importants pour vous, connectés à ce qui est important pour vous, là, ça va vous permettre derrière de regagner en discipline. Je vais vous donner ici les différents éléments que j'avais notés pour vous aider à développer la force de la parole. Et après, on verra s'il nous reste encore quelques minutes pour échanger. Deuxième élément, donc le premier, c'était entraînement d'une chose quotidienne. Je pense que vous avez bien compris la dynamique. Ça peut se faire en groupe, cet entraînement de choses quotidiennes. C'est-à-dire, par définition, si on le fait en groupe, on biaise un peu l'entraînement du fait de le faire par soi-même sans conséquence vis-à-vis du groupe. Mais si on a conscience qu'on fait ça, ce n'est pas un problème en soi. Ça peut être le bon point de départ. C'est-à-dire, OK, les premiers mois, je le fais en groupe parce qu'on a tous dit qu'on faisait une chose. Et puis après, je me rends compte que c'est comme si on mettait les petits trous sur le vélo. On apprend à faire du vélo. Et puis après, on enlève les petits trous. Donc, le groupe va nous aider dans ce sens-là, va porter notre dépassement de soi. Et pourquoi pas l'utiliser? C'est pour ça que je disais aussi au départ, je disais en dépassement de soi, en discipline, on va aussi choisir nos contraintes. Le problème n'est pas que le groupe nous amène des contraintes et que nous oblige à faire telle chose, c'est est-ce qu'on a choisi les groupes dans lesquels on évolue, est-ce qu'on a choisi des contraintes qui nous correspondent. Se lever tôt, être sympa, être cordial au travail peuvent être des choses extraordinaires pour votre évolution. Les métiers où vous êtes obligé d'être sympathique sont très intéressants en termes d'évolution. Il y a des jours où vous n'avez pas envie, vous avez envie de faire la tête, mais vous savez qu'en arrivant devant le public, vous devez être sympathique. Ça nous oblige à nous dépasser, à nous transformer. Donc, sur cette question, voilà, remise en question, c'est ça que je peux t'évoquer, mais on pourra échanger plus longuement sur creuser vraiment la question ensemble. Autre élément pour développer votre force de parole, l'attention sur les petits engagements qui en apparence sont insignifiants. C'est prendre conscience
de certaines choses que vous énoncez qui jusque-là passaient inaperçues pour vous. Ah, je vais t'envoyer ce mail, par exemple, ou je vais arriver à telle heure, ou je te promets qu'il va se passer telle chose, ou je viendrai à ta fête. Ça, c'est un exemple d'engagement qu'on a tous pris et qu'on a tous et je viendrai à ton anniversaire, etc. Et derrière, on ne vient pas. Et ça passe inaperçu dans le quotidien. Sauf qu'on est en train de toucher, de miner en fait notre force d'engagement dans le monde d'une certaine façon. Et donc, si on y est attentif, on peut décider de tenir nos engagements pour les tenir. C'est-à-dire, j'ai dit que je viendrai, je vais venir. Même si j'ai plus envie, même s'il y a un tas de choses, je vais venir quand même pour tenir parole. De la même façon que je vous disais, on se lève à 2 heures du matin pour faire l'exercice, même s'il n'a plus d'utilité physiologique. C'est un peu la même chose. Dire, je t'ai dit que je viendrai, je viens. Et pour votre ami, vous allez créer, vous avez un engagement qui est différent dans le monde et du coup des connexions et des relations qui sont différentes. Les gens peuvent compter davantage sur vous, vous pouvez compter davantage sur vous-même quand vous avez cette capacité-là. Et de la même façon, comme on disait aussi, la difficulté peut être le discours interne, même chose en interne, c'est-à-dire pour soi. Quand je pose des petites phrases pour moi, à partir de maintenant, je vais manger différemment, je vais changer mon régime, je vais changer mon heure de réveil, je vais changer telle chose. Ces petites phrases que jusque-là, peut-être vous avez prononcées sans trop faire attention, vous pouvez leur donner plus d'importance. Et vous pouvez aussi, du coup, les prononcer moins parfois. C'est-à-dire, dans certains cas, si vous n'êtes pas sûr de tenir parole, ne pas l'énoncer. Ah bon, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais venir. Et vis-à-vis de vous-même, c'est la même chose. J'aimerais bien qu'il se passe telle chose. Mais vous savez vis-à-vis de vous-même que quand vous l'énoncez pas au conditionnel, quand vous énoncez je vais faire ça, là, vous êtes sûr de vous. Donc, la question, ce n'est pas de faire tout ce que vous dites en permanence, c'est que quand vous dites quelque chose, soyez sûr de le faire. Ce n'est pas que tous les mots que vous allez prononcer, vous devez courir derrière et le faire, mais qu'au moment où il y ait plus de conscience justement sur le fait de poser des choses. Autre élément de réflexion pour progresser sur le fait de tenir parole, c'est les entraînements qu'on fait ensemble et quel discours interne on a au moment où on s'entraîne. Et notamment pour des techniques que tu n'as pas forcément encore faites, Maria, qui sont les techniques corporelles et les techniques de force. Quand on est en train de travailler le corps, on est en train de faire un exercice physique intense, quel est le discours interne? Comment est-ce que je me parle à moi-même? Parce que d'une certaine façon, on est en train de se confronter à la capacité de dépassement de soi et de discipline à ce moment-là. On a pris une décision, donc force de parole au départ, on a dit je vais aller faire ce cours, je vais faire cette position, mais quand on est dedans et qu'on commence à être confronté à la difficulté, comment est-ce qu'on se parle? Ah non, c'est trop dur. Ah non, quand est-ce que je reviens? Ah, j'ai mal. Ou au contraire, de dire non, je suis allé chercher, je vais rester. Donc, retravailler cette reprogrammation vis-à-vis de soi-même, parce qu'on est le premier à savoir si on fait bien la position, si on ne la fait pas bien. On est le premier à savoir si on est vraiment allé au bout ou pas. Le professeur peut avoir une évaluation extérieure et en réalité, ça ne le concerne pas tant que ça. C'est vous qui êtes concerné quand vous êtes dans une position pour être vraiment allé au bout. Donc, c'est une chose que vous pouvez observer vraiment dans les cours. Est-ce que vous êtes dépassé? Vous avez pris la décision de venir au cours? C'est un plaisir. Hein. Là, je prends un exemple vraiment d'un truc que vous devez faire par plaisir. Plaisir d'aller au cours, mais je suis confronté à des choses. Si je veux aller plus loin, si je veux progresser, je vais devoir mettre plus de concentration, je vais devoir rester un peu plus dans une position, je vais devoir améliorer un détail par-ci, un détail par-là. Donc, vous pouvez faire ce travail-là avec une observation, dire voilà, à quel moment je suis en train d'avoir un discours mental vis-à-vis de moi-même, de tenir ma parole, de tenir la position, de rester dans ce que je fais, de me dépasser. Autre élément que j'ai déjà indiqué, c'est utiliser le groupe. Ça, je vous ai déjà dit que c'était une possibilité, même si ça biaise l'exercice, mais si vous en avez conscience, ce n'est pas du tout un problème. Autre indication, c'est transformer notre état émotionnel et mental. Et là, c'est tout le travail qu'on fait ensemble dans la De Rose méthode. L'ensemble des cours au quotidien vous permettent de transformer l'état dans lequel vous êtes. Et ça va être la clé aussi pour se dépasser, pour tenir parole. Parce que le problème, très souvent, c'est qu'au moment où vous énoncez quelque chose, vous êtes lucide, vous voyez clair, vous êtes en forme, sauf que le lendemain, vous êtes fatigué, ou énervé, ou triste. Et c'est là que c'est difficile de tenir parole. Donc, avoir les outils pour transformer l'état dans lequel on est va être très lié. Donc, d'une certaine façon, notre sujet d'aujourd'hui de dépassement de soi est lié à plein d'autres sujets qu'on a évoqués ensemble
sur le bien-être, sur le développement, sur la réalisation. Être capable de transformer l'état dans lequel on est pour être dans des bonnes conditions va être aussi la base pour pouvoir être discipliné. Ça n'a pas de sens de vous demander à vous-même de la discipline si vous êtes épuisé, si vous êtes triste, si vous êtes atterré, si vous êtes dans un état d'esprit qui n'est pas le bon. Ça va être en effet quelque chose de répressif. Vous allez vous demander les choses en vous forçant. Si par contre vous êtes en pleine forme, d'ailleurs, il est où le dépassement de soi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, transformer l'état dans lequel on est aussi un élément clé qui va nous aider. Et dernier élément que je vous donne un petit peu en bonus, en extra ici dans notre dernière minute, c'est de prendre des décisions au moment, puisque certes, on va essayer de transformer l'état dans lequel on est et d'être le plus possible dans un bon état. Mais notre état va varier et notre force de volonté va varier. Donc, une astuce, c'est de prendre des décisions claires et ensuite de créer des mécanismes d'obligation, si vous voulez, ou de blocage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais que vous avez choisi, exemple, laisser son téléphone à l'extérieur de la chambre quand on va dormir. Parce qu'on sait que si on doit prendre la décision sur le moment, le matin quand on se réveille, ou quand on a envie de dispersion, on va le prendre et on va l'utiliser le téléphone. Alors que la veille, au moment où on réfléchit, qu'on n'est pas sous l'émotion, on n'est pas sous le coup de la dispersion, on prend la décision et on peut bloquer certaines choses. On peut prendre des décisions qui nous obligent à avancer dans la direction qu'on souhaite. Donc, ça peut être une stratégie intéressante. Vous pouvez créer un certain nombre de mécanismes d'obligation et c'est un peu ça le fait de parler aux autres de ces engagements. Vous avez pris la décision pour vous-même et en parlant aux autres, vous vous obligez à que ça se fasse. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez énoncé à tout le monde, j'ai énoncé dernièrement, je vous dis c'est un petit engagement, je dis je vais avoir un chien. Je veux avoir un chien. Ça, c'est un vrai engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. C'est mon nouvel objectif, un de mes beaucoup d'objectifs. Ça me tient vraiment à cœur. Mais le fait de l'avoir dit à tous les gens autour de moi, et je vous le dis en plus ici, fait que d'une certaine façon, je suis un peu bloqué dans le fait de le faire. Parce que sinon, à nouveau, la force de ma parole diminue. Vous allez pouvoir m'embêter dans 6 mois, vous allez me dire, Jonathan, tu as le chien, il est où le chien? Et vous pouvez prendre ça, je vous ai pris bien sûr cet exemple plutôt de façon humoristique, mais vous pouvez prendre ça pour les différents engagements que vous faites. À partir du moment où vous les énoncez, vous engagez vis-à-vis des autres, vous pouvez utiliser ça comme système un peu de blocage, entre guillemets, mais choisi, décidé, pour aller en direction de ce que vous souhaitez. Je vais laisser rentrer les gens qui sont dans la salle d'attente pour notre cours d'après, mais je vous laisse, avant qu'ils rentrent dans le cours, vous pouvez poser une question avant que je les fasse rentrer et j'y réponds quand ils sont rentrés si vous avez une question ou une réaction, Mathilde et Marie. Moi, le téléphone, là, ça m'a fait rire parce que je me suis fait une journée sans Internet, sans écran hier. Et voilà, je m'étais dit, j'avais planifié ça et je pense que je vais le faire toutes les semaines. Une journée. Il faut c'est pas du tout douloureux, quoi. faut presque arracher le câble ou se ligoter les mains dans le dos. Tu vois, il faut créer des trucs parce que si je dis je fais une journée sans téléphone, mais que je l'ai en permanence à côté de moi, c'est très dur. Ah ben, j'ai même pas, c'était tellement évident, j'avais mûri ça, voilà, à partir du moment où c'était acté, c'était no way d'allumer l'ordi ou le téléphone. Donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil avec les mécanismes de blocage. J'ai tout éteint et c'était interdit, quoi. Okay. Et du coup, ça libère aussi, ça va libérer une partie de, voilà, du truc de est-ce que j'ai pas reçu une notification? Enfin, c'était une libération de charge. Ouais. Voilà. Ça change, ça fait énormément de bien. La semaine prochaine, je vous invite aussi au coaching de groupe, le mardi prochain à la même heure. Amenez vos questions aussi sur d'autres sujets. On traitera cette question du dépassement de soi. Je vous poserai des questions comme on se posera de façon un peu plus concrète, mais vous pouvez déjà le faire d'ici la semaine prochaine, de dire voilà, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai envie de me dépasser. Et là, hors caméra, on traitera les questions de chacun. Maria, une phrase pour terminer. Non, c'est assez clair. Ok. Et ça résonne pas mal. Ouais. Ça marche. Je vais laisser rentrer les gens qui sont dans la salle d'attente. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, Mathilde et Maria. Je vous dis à très bientôt. Bonne nuit pour Mathilde, c'est déjà tard. Et à bientôt. Bonne soirée, merci. Salut.